Bonjour à tous, bienvenue à ce cours intitulé Qu'est-ce qu'une pseudoscience? Alors, je vais commencer par partager tout de suite le PowerPoint. J'ai pris quelques notes. Hop là. Donc voilà, c'est un cours qui va être consacré effectivement à la question de savoir ce que c'est une pseudoscience. Donc c'est la philosophie des sciences, mais qui va être moins axée sur la question de savoir pourquoi la science c'est bien et qu'est-ce qu'une science, que savoir pourquoi les pseudosciences c'est mal et qu'est-ce que c'est qu'une pseudoscience. On va voir qu'il y a plein de sortes de pseudosciences différentes. Quand on fera le cours, il y a des choses qui sont très différentes. Par exemple, vous avez des gens qui vont faire de la parapsychologie dans des départements d'université versus des gens qui vont capter les ondes au fin fond d'une forêt. C'est pas exactement le même genre d'entreprise, mais tout ça va être englobé sous le nom de pseudosciences. Et c'est un sujet qui a attiré l'attention des philosophes de plus en plus ces dernières années. Donc là, par exemple, à droite, vous avez une image, c'est le volume Philosophy of Pseudoscience, dont il donnera quelques textes qui essayent de regrouper un certain nombre de contributions de philosophes, mais aussi de sociologues et historiens, sur la nature des pseudosciences. Et donc, alors peut-être qu'avant de commencer en cours, on va se présenter vite fait. Donc moi, je suis Florian Kova. Donc pour ceux d'entre vous que j'aurais pas traumatisé les années précédentes, je suis professeur au département de philosophie. À toi, Geoffrey. Moi, je suis doctorant, du coup, sous la direction de Florian, en philosophie, sur un projet interdisciplinaire. Je ne sais jamais comment me présenter. Philosophe expérimental, je fais aussi de la psychosophe. Je sais pas. Bon, en gros, je m'intéresse à des thématiques et puis j'utilise les outils qui me paraissent les plus adéquats, dont la méthode expérimentale, pour explorer ces thématiques. Et voilà. Voilà, alors je vais commencer tout de suite par les trucs les détails administratifs. Donc la validation du cours, elle se fait sur rédaction d'un mini-mémoire sur le thème du cours. Il y avait aussi dans l'idée de vous demander de résumer des articles chacun au début d'une séance. Ça va dépendre de combien vous êtes à valider le cours. Donc je ne sais pas si tous ceux qui comptent valider le cours peuvent, je sais pas, lever la main ou quelque chose. Qu'est-ce que serait l'équivalent en Zoom? Ouais, bon. Voilà, j'en ai déjà un qui lève la main, 2, 3. Attends, si les gens apparaissent au fur et à mesure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors pour l'instant, vous êtes un nombre raisonnable, entre 8 et 10. J'ai du mal à estimer. Donc, l'idée, ce serait d'avoir une validation, c'est par mémoire, mais que au moins vous vous chargez de résumer un article au début d'une des séances du cours. C'est-à-dire à partir de la 3e séance, histoire de vous laisser le temps, il faudrait il y aura un article à lire pour chaque cours, et donc s'il y en a un qui se propose pour chaque séance, ce sera bien. Donc je mettrai une sorte de tableau pour vous inscrire en fonction des thèmes. Je vais passer au thème auquel on va aborder bientôt. Pour tout ce qui est de la rédaction du mémoire, ce que j'ai reçu des suggestions qui nous disant de vous aider plus que parfois on a pu le faire dans la rédaction du mémoire lui-même. Donc ça aussi, si vous n'êtes pas trop, ça va encore dépendre du nombre de personnes qui valident le cours, ce qui est possible aussi, c'est qu'à partir de la moitié du cours, c'est-à-dire a priori après les vacances d'avril par exemple, on prenne un peu de temps à chaque séance, par exemple, pour que l'un d'entre vous présente un peu déjà ce qu'il a fait comme travail, et puis pour avoir du retour dessus. Voilà, attendez, j'ai quelqu'un dans la conversation. J'ai un autre cours en même temps que celui qui mettrez-vous les enregistrements à disposition. Oui, tout est enregistré, tout sera à disposition. Donc voilà, la validation, c'est par mini-mémoire sur un thème qui va être lié au cours. Mais l'idée, c'est d'avoir un travail de vous demander des travaux un peu réguliers au fur et à mesure du cours. Donc au moins un résumé d'un article, de préférence en lien avec le sujet que vous traiterez dans votre mémoire. Et ensuite, si vous avez envie de présenter un peu vos travaux à un moment, par exemple dans les 20 dernières minutes d'une séance ou quelque chose comme ça, ça sera très bien aussi. Voilà. Alors, donc du coup, pour revenir un peu à l'organisation de l'organisation de ce cours, donc la question du cours, ça va être la question de qu'est-ce que c'est qu'une pseudoscience. Donc c'est un terme qu'on voit souvent sortir dans le débat public. Alors on en parlera plus tard dans le cours, mais c'est un terme qui n'existe que depuis à peu près le 19e siècle. Donc il y a quelqu'un qui a fait un article sur l'histoire du terme pseudoscience, que je vous donnerai à un moment. C'est quelque chose qui apparaît apparemment à la base pour désigner tout ce qui est la phrénologie. Vous savez, l'idée qu'il y a des zones du cerveau qui sont
dédié à certaines capacités comme la vertu, les mathématiques, etc. Et aujourd'hui, c'est utilisé pour discréditer certains propos et certains champs de recherche. Bon, il y a un certain nombre de présupposés très clairs dans le terme de pseudoscience, c'est que bon, quand on dit que quelque chose est une pseudoscience, on veut dire que c'est pas de la science, mais les pseudosciences, c'est pas tout ce qui n'est pas de la science. Par exemple, si je dis, voilà, je pense que mes clés sont dans ma poche parce que c'est là que je les ai mis tout à l'heure, j'énonce un énoncé, c'est pas un énoncé scientifique, mais c'est pas non plus de la pseudoscience. Il y a plein de choses qui sont, ou par exemple, je sais pas, une discipline comme la philosophie, certains défendront que c'est pas de la science, mais c'est pas non plus une pseudoscience, même si c'est pas de la science. Donc c'est quelque chose qui cherche à se faire passer pour de la science, qui cherche à ressembler à de la science, donc qui cherche à capter l'aura de la science sans en fait mériter cette aura. C'est-à-dire, elle essaye de se faire passer pour de la science pour gagner les faveurs parce qu'on pense que la science a certaines qualités, mais elle n'a pas les qualités nécessaires. Bon, maintenant, le problème, c'est que si tout le monde est d'accord sur le fait que la pseudoscience, c'est pas génial, tout le monde n'est pas d'accord pour savoir ce qui compte comme de la pseudoscience. Par exemple, on peut prendre des cas qui font plus ou moins débat selon les milieux. Il y en a qui vous paraîtront très clairs, mais pour d'autres personnes, c'est pas clair. Par exemple, est-ce que la psychanalyse est une pseudoscience? Est-ce que l'homéopathie est une pseudoscience? La chiropractie? Est-ce que la psychologie évolutionniste est une pseudoscience? C'est aussi quelque chose qu'on voit beaucoup affirmer. Ou même, est-ce que, par exemple, la sociologie, le gender studies, toutes les sciences humaines, finalement, ce ne seraient pas des pseudosciences? Ça aussi, c'est des choses qu'on voit certaines personnes affirmer. Alors, ça peut paraître un peu aller loin, mais justement, la question, c'est comment est-ce qu'on trace la limite? Qu'est-ce que c'est qu'une pseudoscience? Donc, ce qui va être nécessaire d'élucider pendant ce cours, c'est 2 points. En quoi les pseudosciences ressemblent aux vraies sciences? Pourquoi elles sont pseudo? Pourquoi elles ne sont pas juste pas de la science? Pourquoi c'est juste pas des non-sciences, mais des pseudosciences? Qu'est-ce qui en fait des pseudos? Quel est le point sur lequel elles essayent de ressembler aux sciences? Et on verra que selon les pseudosciences, c'est pas forcément les mêmes points qu'elles vont essayer de copier, on va dire. Et la question, c'est quelles sont les qualités qui manquent aux pseudosciences pour compter comme de vraies sciences? Et donc, c'est pas très clair. Par exemple, on pourrait dire, voilà, un critère qui serait intuitif, c'est de dire, bon, mais c'est simple, la vraie science, c'est la science qui est vraie, celle qui donne des théories vraies, et les pseudosciences, c'est celles qui racontent des conneries, qui ont des théories fausses. Mais en fait, bon, ça en général, personne n'accepte cette théorie dans la philosophie des sciences, parce qu'en fait, il y a plein de théories scientifiques qui sont fausses, mais dont tout le monde serait d'accord pour dire que c'était des théories scientifiques. Par exemple, l'astronomie classique de Ptolémée, où la Terre était au centre, enfin, plus ou moins au centre du système solaire, parce qu'elle n'était pas exactement au centre, c'est une théorie fausse, mais bon, je veux dire, c'était le fruit de plein de travaux très sérieux pendant des siècles. Personne ne va dire que c'était des pseudosciences. Ou même la génération spontanée, qui peut paraître une idée très bizarre, c'est quelque chose qui a été défendu par certains biologistes au XIXe siècle, ou par exemple l'idée que l'électricité est une sorte de liquide. À un moment, c'était la théorie dominante de l'électricité dans les milieux scientifiques, selon laquelle l'électricité se conduirait plus ou moins comme un liquide, serait une forme de liquide particulier. Donc ça, c'est des théories fausses, mais c'est pas des théories pseudo-scientifiques, c'était des théories qui étaient scientifiques à l'époque. C'est-à-dire que c'est des théories scientifiques fausses. Aussi, avoir ce critère comme quoi la science, c'est ce qui est vrai, et tout ce qui est faux, c'est des pseudosciences, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, la plupart des théories scientifiques qui sont proposées finissent par être fausses, en fait. C'est-à-dire que quand il y a un phénomène à expliquer, il y a plein de scientifiques différents qui vont proposer des théories, et puis au fur et à mesure, on va élaguer les théories, il y en a qui vont échouer, puis on va garder juste les meilleures. Et est-ce qu'on va dire que les scientifiques qui avaient proposé des théories qui se sont révélées mauvaises étaient vraiment des pseudo-scientifiques? Par exemple, si quelqu'un propose un traitement contre le Covid-19, dit « Ah, il y a peut-être des chances que ça marche, parce que basé sur la littérature précédente, ça pourrait marcher. » Il a cette théorie, il la teste, et puis en fait, ça marche pas. Et il dit « Bon, finalement, ça marche pas, j'avais tort. » Est-ce que la personne qui a fait ça, cette personne, elle est une pseudo-scientifique, ou est-ce qu'elle est juste une scientifique honnête qui s'est trouvée défendre une théorie qui s'est fausse? Bon, alors, ce serait un peu difficile de l'accuser d'être une pseudo-scientifique. Enfin, si on utilisait ce critère, ce serait inutile et redondant, par exemple, parce que l'idée, c'est quand on utilise le terme pseudo-science, on veut dire qu'on l'utilise pour discréditer un certain champ d'études. Mais bon, si pseudo-science, ça veut juste dire faux, pourquoi est-ce qu'on dit juste pas, bon, en fait, c'est une théorie fausse, quoi? C'est-à-dire, pourquoi passer par le détour de pseudo-science? Pourquoi dire juste, non, c'est juste pas vrai, quoi. Donc voilà, il faut un critère plus élaboré que ça, et c'est ce qu'on va essayer de creuser dans ce cours. Alors, avant de présenter le programme, juste un dernier détail préliminaire, c'est que quand on va parler de pseudoscience, on va l'opposer à la science, mais le problème, c'est que science, c'est assez polysémique.
Et on va voir justement, selon les critères qui sont proposés, ça vise des différents critères qui peuvent être proposés dans la littérature philosophique, ne visent pas forcément toujours le même niveau ou le même sens de science. Dans un certain sens, la science, comme c'est beau, c'est bien, c'est le truc auquel on peut faire confiance, c'est le corpus de théories établies au fur et à mesure des années et des siècles par les scientifiques. C'est-à-dire, c'est les théories, sinon vraies, celles qui sont solides et qui ont fait la preuve de leur fécondité, de leur utilité. Et quand on dit, voilà, la science nous apprend que, ou la science dit que, ou la science montre que, souvent on parle de ces choses-là, vraiment du corpus scientifique bien établi. Mais la science, c'est aussi une activité. C'est aussi, voilà, on fait de la science, on peut dire, voilà, s'il y a la recherche scientifique. Donc, c'est l'ensemble des choses que font les personnes qui font de la science, ce qui implique le fait de générer des hypothèses et des théories qui s'avèreront fausses. Donc, il faut distinguer la science au sens de le trésor de théories établies, de la science au sens de l'activité de recherche scientifique. Et enfin, des fois, on utilise le mot science en disant, voilà, moi, j'ai l'esprit scientifique, je fais de la science, j'ai une approche scientifique. La science, ça va être, on va l'utiliser plutôt pour parler d'une méthode, d'une diversité de méthodes, parce que ça, c'est là aussi la question, c'est que plein de philosophes des sciences disent qu'il n'y a pas une seule méthode scientifique qui serait commune à toutes les sciences, mais il y a au moins des méthodes. Et donc, dans ce cas-là, la science, ce serait aussi cette méthode-là. Et donc, il faut l'idée selon laquelle, en fait, la science serait forcément vraie, et si c'est faux, c'est une pseudo-science, c'est quand on se concentre sur le sens de science au sens de corpus de théories établies. Et dès qu'on prend en compte l'ensemble de la recherche scientifique, on voit que c'est plus compliqué que ça. Et donc, la question, ça va être surtout de qu'est-ce qui distingue l'activité scientifique de l'activité pseudo-scientifique. Qu'est-ce que font les scientifiques que ne font pas les pseudo-scientifiques? Voilà. Alors ça, on va l'étudier au travers d'un certain nombre de séquences. Donc, on va commencer on va commencer par les choses classiques, avant de passer dans les choses un peu plus neuves. C'est-à-dire que les 3 premières séances, dont celle d'aujourd'hui, elles vont être consacrées au débat sur les critères de démarcation entre science et pseudo-science. Et on va commencer avec le critère que tout le monde connaît. On est bien obligé de commencer par là, qui est, vous savez, le critère de Popper, de falsification, selon lequel c'est simple, la science, c'est quelque chose qui est falsifiable et les pseudosciences, c'est quelque chose qui est infalsifiable. Bon, il se trouve que ce critère est très, très connu. Je veux dire, il est énormément connu. C'est-à-dire même les gens qui viennent pas de philosophie et qui ont suivi des cours d'épistémologie dans d'autres disciplines ont entendu parler de ce critère. Ce qui fait qu'il est très connu et ce qui fait qu'en réaction, il y a beaucoup de philosophes qui détestent Popper, en fait. Je connais beaucoup de philosophes qui ont une sorte de répulsion allergique à Popper et surtout à l'épistémologie popperienne parce que, comme c'est en général le truc que connaissent les gens qui sont dans d'autres champs et le truc que les gens pensent être en épistémologie, l'alpha et l'oméga, il y a pas mal de philosophes qui connaissent un peu plus l'épistémologie et qui connaissent les problèmes et les limites de ce critère, qui ont une sorte de réaction un peu aversive dès qu'on leur parle de Popper et du critère de falsification. Donc, il va falloir voir pourquoi ils ont cette réaction, quels sont les problèmes du critère de falsification. Mais en même temps, la chose dommage dans cette attitude, c'est que il y avait quand même des trucs super intéressants. C'était quand même une super bonne idée, en fait, le critère de falsification. C'est vraiment quelque chose qui a fait progresser l'épistémologie. Il y avait vraiment des considérations très intéressantes et donc il faut au moins les aborder pour comprendre pourquoi. En fait, bon, si ce truc est connu, c'est pas juste une mode. Les gens sont pas entichés de Popper comme ça sans raison. C'est qu'il y avait une bonne idée, mais il faut voir les limites de cette idée. Et ensuite, une fois qu'on aura vu les limites de cette idée, on verra les nouvelles tentatives post-falsification pour définir la distinction entre science et pseudoscience. Après ça, on étudiera deux autres critères qui sont parfois proposés pour étudier la différence entre science et pseudoscience. L'une, c'est le naturalisme méthodologique. C'est l'idée que ce qui distingue la science de certaines pseudosciences, c'est qu'elle exclut a priori certains types d'entités. C'est-à-dire, dès que je suis prêt à accepter des entités paranormales dans ma théorie, alors je serai peut-être de facto dans les pseudosciences. Ça, c'est une approche possible. Et les approches cognitives, c'est-à-dire comprendre la différence entre science et pseudosciences par qu'est-ce qui les rend attractives, en fait, intellectuellement. Après, dans une troisième partie, donc, au fur et à mesure qu'on fera ça, on abordera différents exemples de pseudosciences qui ne sont pas donnés directement dans le programme, mais dans chaque séance, on parlera un peu de différentes pseudosciences pour illustrer le propos. Et après, dans une troisième partie, on parlera d'autres pseudosciences plus particulières qu'on n'aura pas trop abordées, comme les théories du complot ou la parapsychologie et l'occultisme.
pour, pour voir une plus grande diversité de pseudosciences. Dans une quatrième partie, on s'intéressera en fait à la différence entre la pseudoscience et la très mauvaise science. C'est-à-dire, il y a pas mal de débats aujourd'hui sur le fait qu'il y a une grande partie de la science qui est toute pourrie, qui souffre de gros problèmes, qui ne nous apprend rien, qui a un gros gâchis d'argent, enfin, tout ce que vous voulez. Mais la question, c'est quoi la différence entre de la science mauvaise et de la pseudoscience? Est-ce qu'il y a une distinction? Et dans ce cas-là, ça serait intéressant de relever laquelle. Ou est-ce que en fait ça se rejoint? Et donc deux choses qu'on verra, c'est tous les débats autour de la crise de la réplication et des questionable research practices, les pratiques de recherche questionnables qui font que beaucoup de résultats scientifiques sont douteux, et aussi les questions de quand la science est un peu dévoyée par les lobbies ou quand elle est instrumentalisée pour servir certains buts commerciaux. Et enfin, dans la dernière partie, on se plongera dans deux cas qui sont assez débattus. Est-ce que c'est des sciences ou est-ce que c'est des pseudosciences? Et donc, les deux cas dont on discutera, ce sera la psychanalyse et donc la psychologie évolutionniste. Et donc, la dernière séance elle sera consacrée à la préparation des travaux et donc à vous aider encore plus sur vos mémoires. Voilà. Alors, avant de commencer, quelques conseils de lecture. Donc, si vous vous sentez pas encore hyper à l'aise en philosophie des sciences, je pense que la plupart d'entre vous ont suivi le cours d'intro à la philosophie des sciences. Mais si vous n'avez jamais fait de philosophie des sciences, un excellent bouquin pour commencer qui résume très très bien, c'est le livre de Chalmers, Qu'est-ce que la science, qui est vraiment unanimement conseillé, je pense, par tous les gens qui font de la philosophie des sciences comme un livre d'introduction. Ensuite, pour la philosophie des pseudosciences, donc l'ouvrage le plus récent qui couvre le sujet, c'est Philosophie des pseudosciences, qui est un ouvrage collectif qui rassemble des articles de différents auteurs. Il y en a des très très bons et il y en a des plutôt mauvais. Mais du coup, ça sera de cet ouvrage qu'on tirera pas mal de papiers qu'on vous donnera à lire pendant le cours. Pas tous, mais un certain nombre. Donc, on essaiera de les mettre à disposition sur le site. Et s'il y a des articles qui vous intéressent dans le livre, c'est peut-être pas la peine d'acheter le livre, vous pouvez nous demander en fait. Ensuite, deux livres qui ne sont pas des livres généralistes, mais qui sont plus traités de sujets particuliers dont on va traiter dans le cours, mais que je vous conseille, c'est par exemple Les Marchands de doute, qui est très très bon. C'est un livre par une historienne des sciences et de sociologue sur toutes les façons dont les gens ont exploité la rhétorique, les industries ont exploité la rhétorique scientifique pour faire croire qu'il y avait des doutes ou des débats scientifiques sur des sujets qui étaient en fait complètement tranchés par la communauté scientifique. Donc ça passe du tabac, la couche d'ozone, au climato-scepticisme. Donc c'est un livre que j'aborderai en détail dans une des séances du cours, mais c'est vraiment un livre qui se lit très très bien. C'est un livre sur l'histoire de la façon dont on génère du doute au sujet de la science, en fait, tout bêtement. Et puis ça s'applique très très bien à la situation actuelle, si vous voulez savoir, donc ça peut être assez intéressant. Et enfin, ce livre que je ne peux pas vous conseiller parce que je ne l'ai pas lu, mais c'est Geoffrey qui l'a utilisé pour préparer son cours et qui l'a lu, qui est La philosophie des sciences et l'occulte, qui est apparemment un ouvrage collectif consacré à la philosophie des sciences en relation avec l'occultisme. Est-ce que tu veux en dire deux mots, Geoffrey? Oui, très rapidement, en fait, c'est un recueil d'articles qui est malheureusement un peu trop rare, je trouve, à mon goût, en philosophie des sciences, puisque c'est des articles qui s'attaquent à essayer de comprendre les mécanismes et l'aspect pseudo-scientifique de certaines choses, certaines pratiques, dont vous retrouvez des articles sur la parapsychologie, sur effectivement les sciences occultes, avec des guillemets, ou même des articles un peu plus exotiques encore sur ce qu'on appelle les théories des anciens astronautes et voilà, les UFO. Voilà, merci. Alors voilà, donc du coup, l'idée c'est que au fur et à mesure, ce cours va devenir un petit peu plus interactif, puisqu'on vous demandera de résumer les articles, de présenter vos travaux, mais pour les premières séances, comme de toute façon, vous n'avez pas eu le temps de préparer grand-chose, ça va être plus sur le modèle du cours magistral, puis peu à peu, on va essayer de glisser vers quelque chose de plus, avec un peu plus d'échange. Donc, comme annoncé, le cours d'aujourd'hui, on va revenir en fait à ce truc très classique, qui est l'idée qu'il y a un critère de démarcation net entre science et pseudosciences, et que ce critère est la version de Popper selon laquelle ce critère est la falsification. Donc, le cours va être divisé en deux parties. Ça va être le critère de falsification chez le Cercle de Vienne, et moi, dans une deuxième partie, le critère de falsification chez Popper.
Donc, j'ai conscience que c'est un truc que certains d'entre vous ont déjà vu et connaissent déjà. Donc, c'est vraiment une séance, on va dire, de rappel pour vous. Mais pour ceux qui connaissent pas, je pense que c'est assez indispensable qu'on commence par là. Je pense que vous comprenez que ça va être assez dur de continuer sans en parler, sans voir ça en détail. Donc, voilà. Euh, donc on va faire deux parties, le cercle de Vienne et Popper. Donc, c'est Geoffrey qui va commencer avec le cercle de Vienne. Est-ce que je vais te donner l'autorisation de partager ton écran, peut-être? Je pense que… Généreusement. Magnifique, merci. Attends, je n'y arrive pas. Alors, normalement, c'est bon. Alors déjà, merci pour ta présentation. Je tenais juste à dire un petit quelque chose avant de commencer. Déjà que je suis vraiment très heureux comment dire, reconnaissant de pouvoir participer à ce semestre de cours pour deux raisons. Déjà parce que je pense que la philosophie des sciences et son histoire sont très importantes pour comprendre le monde d'aujourd'hui et l'activité scientifique en général qui a une place prédominante dans notre société maintenant. Et pour la deuxième raison qui est que, en tout cas pour ma part, donc ça c'est personnel, j'ai toujours ressenti un peu une fascination un peu singulière pour les pseudosciences et leurs pratiques pour essayer de comprendre un peu comment ces gens-là pouvaient croire à ça, comment ils s'organisaient, à quoi ils croyaient, pour quelles raisons, quels étaient les arguments qu'ils avançaient. Alors, je vous présente brièvement le programme de ce que je vais vous présenter. Donc, je vais parler du cercle de Vienne, positivisme et lutte contre l'obscurantisme. Et dans un premier temps, je vais prendre l'angle de ce que j'appelle une aventure humaine. Parce que le cercle de Vienne, c'est pas juste, comme c'est souvent présenté, un ensemble de, théories, d'arguments. C'est avant tout une aventure humaine avec ses membres, son histoire et ses drames, ses relations avec le monde de la recherche. Dans un second temps, je vais vous parler un peu du programme commun de ce cercle. Donc, on va dire ce qui fait le cœur de cette réunion de personnes. Je vais vous parler un peu du rôle de la philosophie comme activité d'élucidation. C'est un peu comme ça qui se présentait le rôle de la philosophie dans la recherche, dans le monde de la connaissance et la société. Et également, ce qui va nous intéresser pour ce cours-là, les débuts du problème de la démarcation, c'est-à-dire le vérificationnisme. Et dans un dernier temps, j'aborderai des éléments qui vont vous montrer qu'en dehors de ce corps de choses sur lesquelles ils étaient d'accord, ça ne veut pas dire qu'ils faisaient tous la même chose. Ils ont tous initié des travaux et produit des articles qui vont dans des directions toujours, on va dire, raccord avec ce programme commun, mais sur des thématiques parfois très différentes. On va mettre en plein écran, ce sera mieux. Alors d'abord, on va parler un peu de politique, puisque le cercle de Vienne, ça commence vers les premiers cercles de Vienne commencent de manière informelle avec 3 membres, on va y revenir, dans les années 10 et qui va durer jusqu'aux années à peu près 38, 39, 40. Autant dire que, donc à Vienne, en Autriche, autant dire que leurs voisins, les Allemands, c'est pas très drôle ce qui est en train de se passer à ce moment-là au niveau idéologie, puisqu'on a la montée du national-socialisme, mais le contexte politique en Autriche n'est pas beaucoup mieux, puisqu'à cette époque-là, c'est le Front patriotique, on va dire, qui est le mouvement politique le plus populaire. C'est aussi connu comme de l'austrofascisme. Pour faire court, c'est une sorte de catholicisme et d'autoritarisme d'État. D'ailleurs, pendant cette période, le communisme, le socialisme et le nazisme sont interdits. Ce qui déjà est embêtant pour la plupart des membres du cercle, puisque la plupart sont soit socialistes, soit communistes. Déjà, ça engageait rien de bien pour eux. Et vous retrouvez même, d'ailleurs, des enseignements obligatoires de théologie au sein de certaines universités. Alors, je ne sais pas si c'est toutes, mais on a des anecdotes de scientifiques, des biologistes, comme par exemple Konrad Lorenz, dont je vais parler un petit peu après, qui racontent que, à côté de cours sur la théorie de l'évolution, le cours d'après, ça pouvait très bien être un cours sur le christianisme et la foi. Et c'est également un contexte intellectuel. Et qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, ça reste un goût pour l'irrationalisme. Qu'est-ce que j'appelle l'irrationalisme ? Alors déjà, c'est un peu l'âge d'or des philosophies non argumentatives et ou spiritualistes. On a par exemple un courant spiritualiste en France, avec des gens comme Lachelier, Bergson. On a l'hégélianisme, qui a quand même un certain succès, et l'heidegerianisme également. Et d'ailleurs, sans vouloir trop m'avancer sur des théories, sur l'histoire de la pensée ou l'histoire de la philosophie,
Certains voient, par exemple, dans la montée de l'hégélianisme après Kant, une sorte de rupture avec le monde de la science et la philosophie, qui traditionnellement était toujours associée avec, puisqu'on retrouve, si vous ouvrez des pages, par exemple, de ce que Hegel appelait la philosophie de la nature, déjà à son époque, des choses qui pourraient être considérées de notre regard, même à cette époque-là, comme pseudo-scientifiques, sur la base de réflexion, on va dire, métaphysique, où il parle d'esprit avec un grand E, ou de raison du monde. Il va, par exemple, donner raison à Lamarck plutôt qu'à Darwin, alors qu'à ce moment-là, la pensée darwinienne commençait à bien s'implanter parmi les biologistes. Il va donner tort à Newton sur la théorie des couleurs et plutôt donner raison à Goethe. Et plein de petites choses un peu croustillantes de ce genre. Mais ce n'est pas que également dans les départements de philosophie. C'est également l'essor des sciences dites occultes. On en parlait tout à l'heure. Comme ça me permet de faire un petit teasing de futurs cours, on en reparlera. On a, à la fin du 19e, un ouvrage qui sera très important pour les occultistes qui s'appelle Dogmes et rituels de la haute magie de Eliphas Lévy, qui relancera un petit peu le goût pour l'occultisme sérieux. Alors, par sérieux, on entend juste par des gens qui essaient de structurer les choses sous des énoncés à peu près cohérents, puisque sinon, ça ressemble bien plutôt à des formes de théologie ou de spiritualisme. Vous avez également les sociétés théosophiques qui sont florissantes. Par exemple, vous avez, alors je ne l'ai voulais pas surcharger mes slides, mais vous avez par exemple Blavatsky, donc la personne que je vais montrer ici, qui va fonder ce qu'on appelle la société théosophique, qui est une sorte de syncrétisme religieux qui essaye, si vous cherchez leurs symboles d'ailleurs sur Internet, vous verrez que c'est un mélange des symboles chrétiens, juifs, bouddhistes, indiens, vous avez le Om, vous avez tout un tas de choses, et qui défendent des thèses du genre l'illumination, l'élévation spirituelle de l'homme. Vous avez du renouveau de mouvements qui se réclament de la Rose-Croix. Je vous laisse un peu chercher sur Internet ce que ça veut dire. Je ne vais pas faire trop de digressions, dont Rudolf Steiner a fait partie. Rudolf Steiner, assez célèbre en Suisse, et qui, du coup, en fait, a fait partie aussi des mouvements théosophiques. Et c'est une personne qui va donner des conférences un peu partout en Europe, avec des interprétations très étranges de Goethe, de Nietzsche, et même il va même parler des fois de psychophysique, mais toujours avec un angle ésotérique. Et puis, à un moment donné, il va fonder lui-même l'anthroposophie, qui ressemble en fait à de la théosophie, mais avec des applications dites pratiques, que ce soit en agriculture, en éducation. On verra des sortes de temples se monter, des écoles, des pratiques d'agriculture. Donc, vous voyez que déjà, comme je disais, il y a cette montée de l'irrationalisme, cette sorte de popularisation de l'irrationalisme qui monte. Et pour un peu enfoncer le clou, par exemple, en Allemagne, vous avez la Annenerbe Forschungs- und Lagenmannschaft, qui est la Société pour la recherche et l'enseignement sur l'héritage ancestral, pour vous dire à quel point c'est implanté dans l'État, puisque même en Allemagne, vous allez avoir, c'est fondé par Himmler, une sorte de... Alors, ironiquement, c'est une sorte d'ancêtre de centre de recherche interdisciplinaire, puisqu'il va accueillir des historiens, des archéologues, mais pour un sujet complètement farfelu, qui est, alors leur objet d'étude, c'est la sphère, l'esprit, les hauts faits, le patrimoine de la race indo-européenne nordique. Donc en clair, ils essaient de donner corps à des idéologies allemandes sur l'origine germanique et la supériorité de la race germanique, et d'où est-ce qu'il viendrait, et en quoi, comment différencier en Europe qui en ferait partie ou pas. Et vous voyez que même le symbole qui est utilisé pour ce centre de recherche, ça utilise un alphabet qui s'appelle le vieux futark. Et là, par exemple, le truc arrondi que vous voyez, c'est un nodal. En fait, c'est le symbole de la Terre. Et en gros, ça veut dire l'épée plantée dans la Terre, la recherche de la terre-mère, la terre-mère originelle. Et tout autour, c'est juste en fait écrit de manière littérale. En fait, il y a même, je crois, des runes qui n'existent pas. Ils ont juste écrit Annenerbe Deutsches. En fait, c'est juste, ils ont pris des runes qui ressemblent aux lettres. Mais en réalité, je crois que ça ne veut pas dire grand-chose sinon. Enfin bref. En tout cas, si ces éléments-là vous intéressent, vous avez un très bon livre de Nicolas Goodrick-Clark, c'est un historien de l'ésotérisme, qui a écrit un livre qui s'appelle Soleil noir, cultarien, nazisme ésotérique et politique de l'identité. Ça, c'est un symbole qui a été utilisé par certains membres nazis proches de l'occultisme et qui essaie de montrer à quel point en fait la pensée de l'époque naziste, qui va aussi envahir l'Autriche et les pays d'Europe,
les liens entre le nazisme et l'occultisme, en battant en brèche aussi des idées qui ont voulu dire, pousser à l'extrême cette idée en disant que tout était basé dessus. Et le deuxième est un article très intéressant de la philosophe et historienne des sciences, Theodora Kalikau, qui a écrit un article sur Konrad Lorenz, qui est un des pères de l'éthologie, une des personnes qui a fondé l'éthologie avec Tinbergen et von Frisch, qui d'ailleurs occupera la chaire de Kant à Königsberg, aujourd'hui c'est Kaliningrad, et qui, d'ailleurs, en fait, qui a mêlé un peu science et idéologie à son époque, à côté de recherches très sérieuses, qui posera d'ailleurs des débats éthiques très intéressants, dans le sens où il a reçu un prix Nobel de physiologie ou de médecine. Est-ce que, malgré ses aspects idéologiques, il le méritait? Bon, je laisse cette question-là de côté. Et donc, dans cet article, vous allez voir, parce qu'il est viennois aussi à la base, en tout cas autrichien, pas sûr que ce soit viennois, et ça vous, en fait, plante le décor aussi du monde de la recherche de l'époque et de l'idéologie. Donc, très intéressant à ce niveau. Alors maintenant, je vous parle un peu de la structure du cercle. D'ailleurs, Florian, n'hésite pas à me dire s'il y a des moments où il faut que j'accélère. Je ne sais pas le temps que je peux prendre. La structure du cercle, c'est avant tout un groupe de personnes qui se réunissent au sein de l'université de Vienne pour dialoguer. D'abord de manière informelle, puis de manière plus formelle en ayant une structure juridique et en s'ouvrant au public. C'est des conférences partout en Europe, mais pas que. Donc, ils vont aller à Prague, à Paris, à Cambridge et également à Chicago. C'est la fondation d'un journal Erkenntnis, qui veut dire connaissance, confondé avec le Cercle de Berlin, ou également connu comme la Société pour une philosophie empirique. Et dedans, vous retrouvez des noms que vous avez peut-être déjà vus, comme Hempel, Hilbert, donc Hempel le philosophe des sciences, Hilbert le mathématicien, Reichenbach, Grelling, et qui a été édité par Reichenbach et Carnap. Donc déjà, pour montrer un peu le contexte un peu délétère de l'époque, Grelling, que vous voyez là, donc qui a contribué à la logique et aux mathématiques de son temps, va mourir dans un camp de concentration, puisqu'il n'aura pas le temps d'émigrer aux États-Unis. Il a eu des problèmes, notamment du fait de ses affiliations communistes. Donc, malgré le fait que des gens comme Reichenbach voulaient le faire venir, c'était un peu compliqué, ça a pris trop de temps. Malheureusement, il est mort dans un camp. Et des dialogues avec des non-affiliés. Gödel, le mathématicien si connu pour son théorème de complétude et d'incomplétude, Popper, dont on va parler après, et Wittgenstein, dont je parlerai un petit peu. Et juste petit fait marrant, dont je voulais vous parler, c'est que vous voyez qu'ici, Wittgenstein, de manière assez sombrement ironique, a été dans la même primaire que Adolf Hitler. Et si vous vous intéressez un peu à la vie de Wittgenstein, vous avez un super film de Jarman. Ça dure 1h10, c'est très court. Qui raconte un peu, c'est une sorte de biopic assez sobre, qui raconte aussi bien la vie intellectuelle que personnelle de Wittgenstein, parce que déjà, imaginez-vous, il est né en Autriche, il est juif et homosexuel. Autant dire que ce n'était pas la bonne époque, puisque là, en termes de croisement des oppressions, on faisait pas mal. Et Jarman est quelqu'un qui aime bien en fait mettre en scène des minorités, puisqu'il est lui-même militant pour le droit des homosexuels. Et c'est quelque chose d'assez subtil, mais aussi présent dans le film de Wittgenstein. Ça montre bien aussi à quel point déjà certaines postures intellectuelles étaient difficiles à cette époque, mais également comment même sur le plan humain, d'avoir des différences pouvait être compliqué. Alors maintenant, on va rentrer un peu plus dans le cœur théorique. Je vais vous présenter un peu l'influence majeure du cercle, puisqu'en fait, le cercle de Vienne s'appelle à la base, alors j'ai plus le nom exact, c'est pas le cercle de Marr, je l'ai marqué en allemand un peu après, c'est en clair une association à l'honneur de Ernst Mach. Et pourquoi? Alors Ernst Mach est un physicien et philosophe des sciences qui occupe une chaire à Vienne, et il fait partie du courant qu'on appelle un peu les empirismes radicaux, ou en tout cas un empirisme très, très poussé. Et je vous lis ce petit texte, ce petit extrait qui vient de The Economical Nature of Physical Inquiry. Et il nous dit: le but que la science physique s'est fixé est l'expression abstraite des faits la plus simple et la plus économique. Lorsque l'esprit humain, avec ses pouvoirs limités, tente de refléter en lui-même la vie riche du monde, dont il n'est lui-même qu'une petite partie, et qu'il ne peut jamais espérer épuiser, il a toutes les raisons de procéder économiquement. En séparant mentalement un corps de l'environnement, changeant dans lequel il évolue, ce que nous faisons réellement, c'est extraire du flux de toutes nos sensations un groupe de sensations sur lequel nos pensées sont fixées et qui est d'une stabilité relativement plus grande que les autres. Donc en quoi c'est de l'empirisme?
Eh bien, tout simplement qu'ils pensent que le but, entre autres de la physique, là, il ne parle pas des sciences en général, mais de la physique en particulier, c'est qu'on essaie d'abstraire des phénomènes du monde qui nous semblent réguliers, ce groupe de sensations-là, pour essayer de les exprimer sous forme de lois et de modèles les plus simples et les plus économiques possibles qui nous permettent de rendre compte de ces choses-là. Par exemple, en dynamique, dans la branche de physique, on va se rendre compte qu'il y a certains phénomènes qu'on peut ranger sous la loi d'inertie, par exemple. Donc, c'est l'idée que c'est d'abord parce que le monde déjà est beaucoup trop riche, on n'a pas un esprit qui permet déjà d'en comprendre les lois, de comprendre le fonctionnement des mécanismes causaux, que du coup, on va essayer d'exprimer ces éléments-là par des modèles et par des lois. Alors voilà les débuts du cercle. Je vous disais, il y avait 3 personnes majeures et au départ, c'était plutôt des discussions informelles. Vous avez Hansan, un mathématicien et philosophe, qui a beaucoup contribué en mathématiques, notamment à la topologie, à la théorie des ensembles. Vous avez Otto Neurath, qui est un sociologue et économiste et philosophe des sciences, et Philippe Franck, qui est physicien et je ne me rappelle plus exactement, il a laissé quelques traces en physique, il me semble, et du coup, philosophe des sciences. Donc, vous voyez déjà que c'est un cercle hétéroclite. Il accueille une diversité de profils, et donc ils se réunissent. Et donc là, vous voyez un extrait qui est cité dans Hubble que j'ai traduit. Alors, Philippe Franck, c'est une anecdote qu'on peut retrouver si vous intéressez un peu à son histoire. Il nous dit, après 1910, commença à Vienne un mouvement qui considérait la philosophie positive de la science de Mach comme ayant une grande importance pour la vie intellectuelle générale. Un groupe de jeunes hommes tenta de retenir les points les plus essentiels du positivisme de Mach, en particulier son opposition à l'utilisation abusive de la métaphysique en sciences. Donc vous voyez déjà, on en reparlera après, vous avez dès les débuts du cercle de Vienne cette volonté de se débarrasser de la métaphysique dans les sciences, mais de manière générale. Je reviendrai après pour vous expliquer pourquoi. À ce groupe appartenait le mathématicien Hans Hahn, l'économiste politique Otto Neurath et l'auteur de ce livre, donc Philippe Franck, à l'époque professeur de physique théorique à Vienne. Nous avons essayé de compléter les idées de Mach par celles de la philosophie française des sciences d'Henri Poincaré, de Pierre Duhem, et aussi de les relier aux investigations logiques d'auteurs comme Couturat, Schröder et Hilbert. Je n'aurai pas le temps de vous parler de tous ces individus dans le temps de ce cours, mais voilà, ce sont tous des personnes qui, à leur époque, ou en tout cas, ont fait des recherches assez significatives dans leur champ particulier. Et pour certains, dans la philosophie des sciences. Et puis très vite, passé justement, je parlais de 1910, là on va arriver plutôt vers 1925-1930, on a une association publique, la Verein Herzmach, avec Moritz Schlick comme président. Moritz Schlick, c'est un physicien de formation, mais qui dira que son envie de faire de la physique était là pour des raisons philosophiques. Il voulait, sa raison principale en faisant ça, était d'une part, comme il l'a dit, de se former à la dure école des sciences naturelles, mais de comprendre le monde et le fonctionnement des sciences. C'est quelqu'un qui a d'ailleurs fait sa thèse de doctorat avec le physicien Niels Bohr, et qui est en dialogue, avec lequel il est resté en dialogue constant, et également avec Einstein. Il était le premier à écrire des interprétations philosophiques quant, par exemple, au temps et à l'espace, des travaux de Einstein. Et Einstein dira d'ailleurs qu'à cette époque-là, c'était les meilleurs travaux qu'il avait pu lire sur ces interprétations philosophiques de la théorie de la relativité générale. Vous retrouvez les personnages dont j'ai déjà parlé, Hahn, Franck, Carnap, mais également le philosophe Rand. Je n'ai pas parlé de Carnap, pardon. Donc, on voit Carnap se greffer au groupe, on voit Rand, on voit Hahn Neurath, on voit Zilsel. Et très rapidement sur Wittgenstein, son Tractatus Logico-Philosophicus, pour ceux qui ne le connaissent pas avec un nom pareil, on pourrait s'imaginer un livre de 400 pages en 10 volumes, mais en fait c'est une toute petite, c'est presque une feuille de chou, hein, c'est épais comme ça, et encore, là la moitié, c'est une introduction de Bertrand Russell. Et ils verront dans ce texte toutes leurs idées formulées de manière assez lapidaire et concise. Ça leur plaira beaucoup, puisqu'ils retrouvent un peu leurs idées générales
sur comment dire, le rejet de la métaphysique, qu'est-ce qui a du sens, qu'est-ce qui n'en a pas. Et donc, ce sera quelque chose qui sera très, très discuté. Et juste très rapidement, je me permets de le dire, malheureusement, Zilsel est quelqu'un qui est un peu oublié dans l'histoire parce que déjà, il va avoir du mal à immigrer et quand il va y arriver, peu de temps après, il va se suicider. Mais c'est quand même quelqu'un qui a laissé des marques. Donc, vous voyez, je vous disais qu'ils ne parlaient pas tous de la même chose. Bah, par exemple, il a écrit un texte qui a été très discuté par les historiens d'art, comme Panofsky, sur l'abus de l'usage du terme de génie. Et il a inspiré un site internet, les Carnets Zilsel, qui est aujourd'hui une revue. Ils ont arrêté les Carnets Zilsel, le site internet, mais c'est une revue. Et vous trouvez dedans plein de choses très intéressantes. Des canulars pour dénoncer des impostures intellectuelles, par exemple. Mais vous retrouverez aussi plein de réflexions, et c'est souvent des réflexions liées à l'histoire, la sociologie et la philosophie des sciences. Et puis, en 1936, arrive le drame. Voilà, je parlais de drame, d'aventure humaine. En 1936, le 22 juin, c'est l'assassinat de Maurice Schlick par un de ses anciens étudiants qui estime que Schlick propage, il le dira lui-même, une philosophie de juif, une philosophie délétère, une philosophie réductionniste, une philosophie de scientiste. C'est pour vous dire qu'à l'époque, c'était mal vu. Alors on pourrait s'imaginer que les journaux de cette époque-là crieraient au scandale. Eh bien le pire, c'est que si vous recherchez les journaux viennois de l'époque, eh ben, beaucoup diront oui, bon, le meurtre c'est pas bien. Mais bon, il l'a bien cherché quand même avec sa philosophie de juif, et puis avec ses idées. Alors, vous voyez, c'était une insulte, voilà, ces idées de scientiste, ces idées de positiviste, voilà, c'était du grand n'importe quoi. C'était réducteur, c'était délétère, c'était pas bon pour la société. Donc ça, c'est un extrait d'une BD que je ne peux que vous conseiller, qui s'appelle Logicomics, et qui retrace à travers le regard et la vie de Bertrand Russell, la vie intellectuelle de cette époque, et plus particulièrement la crise des fondements des mathématiques, et vous y croisez plusieurs fois le cercle de Vienne, et y compris Wittgenstein. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, si vous allez à l'université de Vienne, vous pouvez voir cette dalle avec écrit « Moritz Schlick, protagoniste du cercle de Vienne, a été assassiné ici le 22 juin en 1936. Un climat intellectuel empoisonné par le racisme et l'intolérance a contribué à l'acte. » Alors, rentrons un peu plus en détail dans l'aspect théorique. Le manifeste vous voyez, en 1929, c'est le manifeste du cercle de Vienne, assez connu, et qui veut imposer. En fait, c'est avant tout aussi quelque chose de politique. Comme je l'ai dit, ce ne sont pas des personnes, c'est des personnes qui estiment que la vie intellectuelle a un impact, un poids politique, et quand ils veulent lutter contre l'irrationalité ou l'abus de la métaphysique, c'est pour les raisons que j'ai citées, et puisqu'ils pensent que ça mène notamment à la barbarie. Et ce manifeste, eh bien, il énumère les missions philosophiques, scientifiques et politiques de ce qu'ils appellent leur conception scientifique du monde. Il a été écrit par Carnap, Hahn et Neurath, et dédié à Schlick, qui à ce moment-là était professeur invité à Stanford. Et il cite Albert Einstein, Bertrand Russell et Wittgenstein comme des représentants contemporains de leur conception. Et il cite également les membres du Cercle de Berlin, dont j'ai un peu parlé déjà, comme des sympathisants, ainsi que tout un tas d'autres nombreuses personnes, j'ai une petite coquille, gravitant autour du Cercle de Vienne. Si vous allez sur Wikipédia, vous verrez qu'en fait, le Cercle de Vienne, comme j'ai dit, c'est un groupe public. Donc, ils ont attiré plein de doctorants. Et en fait, ils ont constitué un peu une bulle, on va dire, safe, une sorte de safe space, d'une certaine manière, où ils pouvaient discuter librement de leur conception scientifique du monde et essayer de les rendre publics pour la faire gagner en popularité. Donc, d'une certaine manière, vous pouvez voir, et c'est même pas que d'une certaine manière, vous pouvez voir le manifeste comme un ouvrage dans la droite lignée de l'héritage de la pensée des Lumières et qui prône un monde débarrassé de la métaphysique. On va arriver du coup à un des points centraux de leur philosophie. Moritz Schlick, on va écouter un peu ce qu'il a à nous dire. Vous pouvez retrouver ce texte dans les textes clés de la philosophie des sciences, dont on n'a pas parlé, mais si ce moment-là de l'histoire des sciences et de la philosophie des sciences vous intéresse, vous avez ce petit recueil édité par Vrin qui compile plein d'articles très intéressants. Alors, lisez pas forcément tout, mais ça vous intéresse, lisez l'article de Schlick, dont j'ai extrait ce morceau, l'article de Carnap et pourquoi pas celui
aussi très intéressant de Reichenbach, qui est assez similaire en fait au positivisme logique, mais présente des spécificités très intéressantes. Alors il nous dit, est connaissable tout ce qui peut être exprimé. C'est là tout ce sur quoi on peut se poser des questions douées de sens. Vous voyez, dès cette première phrase, vous voyez l'élément central du positivisme logique. On pose la question du sens. Qu'est-ce qui fait du sens? Qu'est-ce qui ne fait pas du sens? C'est pour ça qu'on n'est pas encore à un moment de l'histoire de la philosophie des sciences sur la question d'un critère qui démarquerait science et pseudosciences. Là, on cherche un critère qui démarque un énoncé doué de sens de ce qui serait un énoncé qui ne serait pas doué de sens. Il n'y a par conséquent aucune question à laquelle on ne puisse pas en principe répondre, ni aucun problème en principe insoluble. Ce qu'on en a tenu pour tel jusqu'à présent, ce ne sont pas des questions véritables, mais des suites de mots dépourvus de sens. Un des rôles de la philosophie ici est de dissoudre des faux problèmes. L'acte de vérification, auquel aboutit cette méthode de résolution, est toujours du même type. C'est l'apparition d'un état de choses déterminé que l'on constate par l'observation, par une expérience vécue immédiate. C'est de fait ainsi que l'on constate la vérité ou la fausseté de tout énoncé, dans la vie quotidienne comme dans chaque science. Vous voyez qu'ici, il n'y a pas de rupture dans cette conception-là de la philosophie entre des éléments de la vie quotidienne, comment les vérifier, et les éléments scientifiques, la pratique scientifique. Il n'y a donc aucun autre examen, ni aucune autre confirmation des vérités que ceux qui se font par l'observation et la science empirique. C'est pour ça, là, on appuie vraiment, quand on parle d'empirisme logique, là, vous avez l'élément empirique de pourquoi on les appelle les empiristes logiques. Toute science est un système de connaissances, c'est-à-dire de propositions d'expériences vraies. Et l'ensemble des sciences, y compris les énoncés de la vie quotidienne, constitue le système des connaissances. Rappelez-vous un peu ce qui était dans la présentation du cours, les différentes acceptations du mot science. Eh bien là, on parle de science en tant qu'il est ce qui est constitué des différentes propositions qu'on veut estimer pour vraies. Il n'y a en dehors de cela le domaine des vérités philosophiques. Donc là, il jette quelque chose qui pourrait être vu comme négatif. On ne peut pas parler de propositions qui seraient de vérités d'un côté scientifique et également des vérités philosophiques. Le domaine de la connaissance est unitaire. La philosophie n'est pas un système de propositions, elle n'est pas une science. Donc, en ce sens-là, la philosophie n'est pas là pour créer des systèmes, elle n'est pas là pour créer des propositions qui seraient des connaissances, elle est là pour autre chose. Alors, qu'est-ce qu'un philosophe qui serait dans le cercle de Vienne, ou qui aurait une conception positiviste ou naturaliste du monde, penserait du coup de la philosophie? Mais quelle est-elle alors? Nous reconnaissons désormais en elle, et le grand tournant actuel se trouve ainsi caractérisé de façon positive, au lieu d'un système de connaissances, un système d'actes. La philosophie clarifie les propositions, les sciences les vérifient. Donc, ce qu'il veut nous dire par là, c'est que la philosophie est là avant tout pour faire de la clarification, pour faire des distinctions, pour rejeter des fausses questions. Et c'est à peu près déjà une grande part du travail philosophique. Alors, je parle de programme commun, mais vous voyez que déjà, il y a quand même une petite spécificité. C'est que, par exemple, pour Carnap, qui serait à peu près d'accord avec tout ça, Carnap, un autre membre influent du cercle, vous dirait eh bien oui, mais moi, je veux constituer la philosophie comme une science. Et en cela, il ne serait pas d'accord sur ce petit point-là. Mais ce n'est pas très important, puisque vous voyez qu'il serait d'accord au moins sur la question que la philosophie doit se servir d'outillage, notamment qui permet des distinctions, des clarifications, en se basant beaucoup sur la logique. Vous avez cette fois-ci la partie logique d'empirisme logique, pour remplir son job. Alors, on arrive tout doucement aux critères de vérification et au vérificationnisme. Alors, là, c'est moi qui fais un résumé, mais si on demandait à M. Schlick quel type de jugement il existe, il nous dirait il y a d'un côté les jugements analytiques, donc un jugement, c'est-à-dire quand vous formez une proposition, et les jugements synthétiques. Puis à côté, il dirait il y a aussi les jugements qui n'ont pas de sens. Mais si vous voulez être doué de sens, eh bien, il n'y a que ces deux types de jugements. Un jugement analytique, ça met en relation un sujet, un prédicat, qui est déjà compris de façon logique dans le sujet. L'exemple classique, c'est un triangle est une figure à 3 angles et à 3 sommets.
le concept de triangle comprend déjà l'idée d'avoir 3 angles et 3 sommets. Donc, quand vous dites la phrase « un triangle est une figure à 3 angles et à 3 sommets », ce genre de jugement n'accroît pas la connaissance. Il ne s'agit que de tautologie. En clair, les sciences formelles, logiques, mathématiques, et toutes ces branches, y compris les probabilités, et les statistiques, sont analytiques. La vérité de ce type de jugement est a priori. C'est indépendant de l'expérience. Vous ne confirmez pas la vérité de ces propositions-là à travers l'expérience, dans l'expérience du monde, de façon empirique. Et vous avez les jugements synthétiques. Ça met en relation un sujet, un prédicat, qui n'est pas compris de façon logique dans le sujet. Par exemple, la fraise est sucrée. Quand vous vérifiez cette proposition, vous avez appris quelque chose si vous ne saviez pas que la fraise est sucrée. Le concept même de fraise n'inclut pas la vérité de manière a priori du fait d'être sucré. Donc ce genre de jugement, ça accroît la connaissance. Et donc c'est a posteriori, et pour vérifier ce genre de proposition, vous avez besoin de l'expérience. Et maintenant, on arrive à ce fameux critère de vérification. En clair, d'une certaine manière, il est assez simple. C'est dans ces applications que ça peut devenir un peu technique, mais en tout cas, dans les grandes lignes, il peut se résumer comme ça. La théorie vérificationniste de la signification affirme qu'un énoncé n'a de signification cognitive, c'est-à-dire qu'il ne peut être chargé de connaissances quand vous le lisez, et ne peut être vrai ou faux que s'il est vérifiable dans l'expérience, et donc s'il existe une méthode de vérification. Alors là, j'ai pris 2 exemples d'énoncés qui, selon ce critère-là, seraient rejetés comme du non-sens. Et donc, d'une certaine manière, vous avez quand même l'idée d'une démarcation entre ce qui est de la science ou pas, puisque vous aurez ces éléments-là ne sont pas de la connaissance, ils ne sont pas du domaine scientifique. Vous avez ici un exemple de quelqu'un qui s'appelle Deepak Chopra et qui aime bien écrire des choses farfelues en mêlant New Age, physique quantique, médecine alternative. Et il nous dit, dans un livre, Le corps quantique, le cerveau sacrifie un peu de sa conscience illimitée chaque fois qu'il perçoit le monde à travers des limites. Eh bien, une telle phrase ne peut pas faire sens, puisque même si elle est grammaticalement bien construite, eh bien, ne peut pas être vérifiable dans l'expérience. Il y a tout un tas de choses qui font que cette phrase-là, cette proposition, n'est pas formée des bons éléments pour qu'on puisse proposer une manière de le confirmer ou pas. Et vous avez ici Rudolf Steiner, dont j'ai un peu parlé tout à l'heure. Il écrit dans Le Seuil du monde spirituel. Donc là, vous allez voir tout le côté théosophique, anthroposophique, ésotérique. Les phénomènes et les êtres spirituels se manifestent à l'homme quand son âme est préparée à les percevoir. Mais la façon dont ils se manifestent n'est pas celle des faits et des êtres physiques. Donc là, un positiviste logique dirait, d'accord, donc il y a ici des propositions, des mots qui sont de nature factuelle, d'autres qui sont de nature théorique, mais c'est par exemple être spirituel, à quoi ça réfère? Comment je propose une méthode qui permettrait, par l'expérience, de montrer que ça c'est vrai? Mais en fait, c'est même pas vrai ou faux, c'est dénué de sens. C'est ça qui est très important de se dire, c'est que ces énoncés, pour un positiviste logique, sont juste ni vrais ni faux. Ils ne veulent rien dire, ils sont au mieux de la mauvaise poésie. Alors pour le pendant de ça, d'énoncés bien formés, serait cela. Vous avez ici par exemple Julian Huxley, qui est un des membres, un des chercheurs en biologie qui a contribué à la synthèse, la théorie synthétique de l'évolution, c'est-à-dire la réunion des théories darwiniennes de l'évolution et de la génétique des populations, et qui est d'ailleurs aussi, au passage, le frère d'Aldous Huxley, qui a écrit Le meilleur des mondes. Et c'est moi qui résume, il nous dirait, si vous voulez nous parler de ce qu'est la sélection naturelle, en biologie, la sélection naturelle est l'un des mécanismes moteurs de l'évolution des espèces qui explique le succès reproductif différentiel entre des individus d'une même espèce et le succès différentiel des gènes présents dans une population. Succès différentiel, ce qu'on appelle dans le jargon biologiste la fitness. Eh bien ça, tous ces éléments-là sont vérifiables dans l'expérience. C'est susceptible d'être vrai ou faux, et on peut proposer des méthodes de vérification en fait, c'est un énoncé bien formé. On peut vérifier ces choses-là dans l'expérience. Et Jane Goodall, donc, dans un documentaire,
j'ai extrait ça d'un documentaire, nous dirait « Il n'y a pas que les êtres humains qui ont une personnalité, qui sont capables d'une pensée rationnelle et d'émotions comme la joie et la tristesse. Vous avez des énoncés théoriques, par exemple, psychologiques, comme personnalité, émotion. Eh bien, vous pouvez trouver des manières, en fait, c'est un énoncé bien formé parce que vous pouvez proposer une méthode de vérification de cet énoncé. Je peux dire un truc là-dessus. C'est sur l'idée que tu peux vérifier, selon le cercle de Vienne, les énoncés qui portent sur les émotions des gens. Quand même, une des conséquences scientifiques du cercle de Vienne, ça a été la psychologie, c'est quand même lié à la psychologie behavioriste. C'est-à-dire que le cercle de Vienne dit, voilà, n'a de sens que les mots qui sont mesurables. Et du coup, quand on attribue des états mentaux aux autres, qu'est-ce que ça veut dire que l'état mental est mesurable? Donc, pour eux, l'état mental, c'est juste quelque chose qui se manifeste à travers un comportement, en fait. Du coup, la psychologie behavioriste, elle dirait, oui, c'est testable que les animaux sont capables d'émotions, mais c'est-à-dire ils définiraient vraiment les émotions comme, je sais pas, voilà, une sorte de conjonction de manifestations physiologiques et d'actions, quoi. Ça serait quand même un concept d'émotion. Si maintenant vous leur parlez d'émotion au sens de c'est trop le sentiment intérieur, je le ressens et tout, ça, ouais, c'est déjà plus trop vérifiable, quoi. Donc je suis pas trop sûr que ça aurait de sens, quoi. Alors, je pense que c'est aussi à l'époque, on n'avait pas la psychométrie, c'est-à-dire des manières, un appareillage qui permet d'essayer de faire des mesures de choses non observables. Mais effectivement, c'est important de le dire, historiquement, le cercle de Vienne et des membres affiliés ou qui étaient proches, je prends l'exemple de Hempel, qui va souscrire au positivisme logique, va beaucoup écrire pour essayer de donner une assise, faire une analyse logique de la psychologie et va plutôt tendre du côté behavioriste. Donc effectivement, des choses comme personnalité, émotion, joie, tristesse, effectivement, ce seraient des choses qui potentiellement pourraient ne pas faire sens à leurs yeux suivant de quelle manière on propose que ça peut être testable. En tout cas, voilà, je laisse la question ouverte de savoir si ils avaient eu connaissance des méthodes psychométriques, s'ils auraient estimé ça doué de sens. Voilà. En tout cas, c'est juste pour souligner que c'est dur de délimiter ce qui est vraiment vérifiable ou pas, quoi. C'est très vite on tombe sur des problèmes quand même. Oui, tout à fait. Par exemple, des critiques, je le dis comme ça pour rebondir sur ce que tu dis, des critiques qui seront faites sur ce critère-là sera par exemple comment je vérifie une loi générale. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais en parler dans 5 minutes, attention. Parfait. Du coup, on va continuer un peu. Alors, on va sur ce critère de vérification. Donc maintenant, on va interroger Carnap. Qu'est-ce qu'il aurait à nous dire dessus? Donc, dans un article qui s'appelle The Elimination of Metaphysics through Logical Analysis of Language, il nous dit, il va prendre un exemple concret pour utiliser son appareillage logique pour montrer comment je peux déterminer si ça a du sens ou pas. Let us now take a look at some examples of metaphysical pseudo-statement of a kind where the violation of logical syntax is especially obvious, though they accord with historical grammatical syntax. We select a few sentences from that metaphysical school which at present exert the strongest influence in Germany. En fait, il parle de Heidegger. Voici, je traduirai un peu en français aussi, parce que ce texte a été traduit aussi en français, de Heidegger, et vous verrez que c'est assez drôle. What is to be investigated is being only and nothing else, being alone and further, nothing. Alors vous voyez, il faut le lire avec une intonation, c'est profond, vous voyez. Solely being and beyond being, nothing. What about this nothing? Là, on a nothing avec N majuscule, attention. Does the nothing exist only because the not avec N majuscule maintenant, does the negation exist? Or is it the other way around? Does negation and the not exist only because nothing exists? We assert the nothing is prior to the not and the negation. Where do we seek the nothing? How do we find the nothing? We know the nothing. Anxiety reveals the nothing. That for which and because of which we were anxious was really nothing. Indeed, the nothing itself, as such, was present. What about this nothing? The nothing itself, nothings. Là, vous voyez, nothing s'est transformé en verbe. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il va faire Carnap pour montrer le non-sens d'un tel énoncé? Il va nous faire un petit tableau.
vous avez en colonne 2 ce qu'il estime être du non-sens. Donc là, vous avez, par exemple, ce qui pensait du non-sens, des éléments du texte qu'on vient de lire, de Heidegger. What is outside? Nothing is outside. What about this nothing? We think the nothing, we found the nothing nothings. Donc je disais que je parlerais un peu de la version française. En fait, ça a souvent été traduit par le néant, néantise. Ça pourrait être traduit par le rien, rientise. C'est un peu moins beau. Quoique c'est pas non plus beaucoup plus beau, le néant, néantise. Et the nothing exists only because blablabla. Sur la colonne 1, vous avez à quoi ça ressemblerait ces phrases-là si on gardait cette forme-là en utilisant des termes du langage commun, de la vie de tous les jours. Et dans la colonne 3, c'est à quoi ça ressemble si on en montre la forme logique, c'est-à-dire si c'était un langage logiquement correct. Donc, le début, ça va. What is outside? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, vous voyez, OU, c'est outside, point d'interrogation. Ben, what is outside? Ça va, c'est une question. On voit à peu près ça veut dire. Qu'est-ce qu'il y a dehors? Bon, dans la vie de tous les jours, ça peut être rain is outside. Oui, bon, bah, par exemple, là, il fait beau ou il pleut. Tiens, on va dire là, il fait beau. Mais c'est pas ça qu'il veut dire. Hein. Heidegger, il dit nothing is outside. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire qu'il n'y a rien dehors. Donc là, vous voyez la forme logique que ça pourrait prendre à côté. Alors, il est faux qu'il existe au moins quelque chose qui soit outside, bon, à la rigueur, mais on sait qu'il ne veut pas vraiment dire ça. Mais au mieux, ça voudrait juste dire, bah, il est faux qu'il existe au moins un objet qui soit dehors. Mais ça se complique après. Parce que ça, c'est trivial, du coup. À partir de B, what about this nothing? Bon, si c'était dans le langage commun, qu'est-ce que ce serait? What about this rain? Alors, du coup, qu'est-ce qu'on peut dire de la pluie? Bon, bah, on peut dire, je sais pas, on peut dire, qu'est-ce que ça fait la pluie? Qu'est-ce qu'on peut dire à propos de la pluie? Mais si on demande, what about this nothing? Bah, qu'est-ce qu'on veut dire avec ce... Qu'est-ce qu'on veut dire du rien, du néant? Donc, voilà, vous voyez qu'à partir de B, none of these forms can be even construct. Vous ne pouvez même pas construire une forme logique adéquate. Par exemple, il nous dit we find the nothing. Bon, si on parlait toujours de la pluie, dans colonne 1, ce serait we know the rain. On peut dire, je ne sais pas, on connaît la pluie, on peut dire des choses de la pluie. Mais là, ça ne marche pas parce qu'on est en train de dire bah, je ne connais rien ou je connais le rien. Et enfin, the rain rains, ce serait pour the nothing nothing, la pluie pleut. Bon, la pluie pleut, qu'est-ce qu'on peut vouloir dire par là? Pas grand-chose. Et selon cette méthode-là, du coup, voilà, c'est un exemple qu'il prend pour essayer de montrer qu'avec une analyse logique du langage, on peut essayer de montrer comment un énoncé ne fait pas sens. Et je passe à la dernière partie de ma présentation. Je disais que j'allais parler aussi du pas que, c'est-à-dire, bien effectivement, le cercle de Vienne a ses membres avec ses, ils ont également leur recherche personnelle, même si ça reste toujours avec ce corps commun théorique. Par exemple, Neurath, sur la question de l'unité de la science, va défendre une idée qu'on appelle cohérentiste, défendre l'idée d'une conception encyclopédique de la science. Il fait l'analogie avec un orchestre. Hein. Pour lui, l'ensemble des sciences est comme un orchestre qui essaye en fait de jouer en harmonie, et donc chaque fois, chaque instrument doit essayer de de rentrer en harmonie avec le son des autres instruments. Et il va mettre cette idée en pratique. C'est là que je vous dis que vous avez vraiment aussi un héritage des Lumières dans le positivisme logique, c'est qu'il avait prévu cette encyclopédie en 2 volumes avec plein de grands noms pour essayer de montrer une forme d'unité de la science, même dans sa, on va dire, pluralité. Et vous y retrouvez des gens comme Neurath, Bohr, Dewey, Russell. Dewey, hein, le philosophe pragmatiste américain. Vous retrouvez des gens comme de qui je voulais parler. Bon, vous pouvez lire, hein, je n'ai pas besoin de tous les citer. Mais en tout cas, vous voyez, vous retrouvez Kuhn aussi dedans. Et vous retrouvez aussi tout un tas de disciplines comme les sciences sociales, par exemple. Vous voyez que c'est une unité de la science qui prend en compte, qui ne fait pas de distinction réelle entre
les sciences dures et les sciences sociales. Il pense qu'il y a une possibilité d'unité d'une manière ou d'une autre. Et vous avez également des écrits, par exemple de Maurice Schlick, sur l'esthétique et le sens de la vie. Vous pouvez trouver sur Internet Schlick, du sens de la vie, sur la plateforme Open Edition. Moi, j'appelle ça la thèse du Petit Prince, où il nous dit, si nous avons besoin d'une règle de vie, que ce soit celle-ci, préserve l'esprit de jeunesse, car il est le sens de la vie. Donc c'est un peu original, c'est une des rares personnes que j'ai vu défendre ça. C'est mignon. Je ne veux pas spécialement en débattre maintenant, mais pour vous montrer que la pratique de la philosophie qu'il propose n'exclut pas de manière a priori des recherches sur des thématiques qui peuvent paraître aussi exotiques que le sens de la vie. Et il a également écrit un papier, par exemple, sur le sentiment esthétique avec une approche évolutionnaire. C'est en ça que je vois d'ailleurs Maurice Schlick comme un naturaliste. On parlera de naturalisme un peu plus tard dans les différentes séances. Il s'appelle The Fundamental Problem of Aesthetics, See in an Evolutionary Light, qui est apparu dans une compilation d'articles, Philosophical Paper. Et maintenant, je vais parler un petit peu des sympathisants. Je vais parler des sympathisants un peu particuliers. Déjà, Wittgenstein, il a un statut très particulier en tant que sympathisant. Déjà, c'est quand même un peu le sale gosse du groupe. Vraiment, déjà, je pense que c'est, bon, il a peut-être assez raison, mais c'est vraiment pas la personne la plus agréable du monde. Pour la petite anecdote, un jour, il se fait inviter par les membres du cercle et il accepte. Et au moment de, voilà, c'était pour discuter du vérificationnisme, de l'unité des sciences. Et au moment de parler, il sort un poème de Rabindranath Tagore, qui est un poète indien, mystique. Et il se met à lire à voix haute ce poème aux yeux de tous, qui étaient un peu éberlués. Alors vous imaginez un peu la vexation quand même, vous invitez quelqu'un. Je ne sais pas s'ils l'ont défrayé, j'imagine, je pense que ça faisait. Ça se faisait, je pense qu'ils lui ont payé le transport quand même. À moins qu'il était déjà à Vienne, je ne sais pas trop, mais bon. Et il vous fait ça, parce que je ne sais pas, ça lui est passé par l'esprit. Et puis, il faut se dire aussi que il était surtout proche de Schlick. Et Schlick, d'ailleurs, essaiera avec Weissmann, c'est à ce moment-là son assistant de recherche. Il va essayer de le, entre guillemets, j'aime bien cette expression, le presser comme un citron. C'est-à-dire que il estime, ok, c'est génial, Wittgenstein, ce que tu as théorisé dans ton livre, mais c'est beaucoup d'aphorismes, et j'aimerais bien le rendre plus accessible et plus argumenté. Et donc, ils vont avoir de longues séances de discussion, où Schlick interroge Wittgenstein et où Weissmann prend des notes. Et Schlick essaye justement de formuler de manière claire et non lapidaire la philosophie de Wittgenstein de cette époque. Et pour montrer à quel point le Tractatus est singulier, si vous n'avez jamais jeté un œil, c'est cette forme-là que ça prend. Là, c'est un extrait, c'est des petites propositions de petites phrases. Par exemple, en 6.521, la solution du problème de la vie, on l'aperçoit à la disparition du problème. 6.522, il y a sûrement de l'indicible. Il se montre, c'est le mystique. D'ailleurs, ça, les cercles de Vienne interpréteront comme, oui, c'est du non-sens, quoi. C'est-à-dire, il y a de l'indicible, c'est-à-dire, il y a du non-sens et du sentiment esthétique, par exemple. Si vous faites de la poésie, vous faites des arts, il y a une forme d'indicible, il y a des choses qui se passent dans votre vie intérieure. C'est la mystique, quoi. Mais on ne peut pas le montrer, on peut que le montrer, on peut pas en formuler des propositions. Ce qui fera dire à Carnap de Heidegger que c'est au mieux un mauvais poète. Et sur ce dont on peut parler, il faut garder le silence. Donc c'est l'idée générale que justement, si on veut essayer de parler de ces choses-là indicibles, autant faire de l'art. Et du coup, pour finir un peu sur ces sympathisants un peu particuliers, Karl Popper a été en contact constant avec le cercle de Vienne. Ça n'a jamais été quelqu'un qui a endossé leur position, il était même très critique. Mais il aura cette manie que je trouve un peu dommage en philosophie des sciences contemporaines, qui est d'enterrer parfois un peu vite ce qui l'a précédé, alors que, par exemple, des critères comme des critères de vérification sont très intéressants quand il s'agit d'essayer de comprendre le problème de qu'est-ce qui fait du sens ou pas, quand on veut s'intéresser à un énoncé, ce qui n'est pas le problème de Popper d'ailleurs. Et il dira dans An Unending Quest, il me semble que c'est un ouvrage, on va dire, autobiographie intellectuelle, Who Killed Logical Positivism? I fear that I must admit responsibility. Voilà, je te laisse faire la transition, Florian.
Tu es mute. Ouais, du coup, je vais reprendre avec Popper et je vais vous montrer quel est le lien. Ah, il faut que je partage l'écran, sinon ça ne va pas marcher. Donc, on va arriver comment on passe du critère de vérification au critère de falsificabilité. Donc là, vous avez vu dans ce que Geoffrey vous a expliqué, c'est dans le cercle de Vienne. La question, ce n'est pas la distinction entre la science et la pseudo-science, parce que c'est la différence entre ce qui fait du sens, entre les phrases qui ont du sens et les phrases qui n'en ont pas. Et une phrase qui a du sens, c'est une phrase dont on peut voir comment elle pourrait être vérifiée dans l'expérience sensible. Et si vous avez une phrase et puis vous voyez pas si vous avez une phrase mais que vous voyez pas quelle expérience pourrait lui correspondre, c'est que la phrase n'a pas vraiment de sens en fait. Parce que ce qui donne son sens à une phrase, c'est la situation. En fait, ce qui donne le sens d'une phrase, c'est de se représenter la situation dans laquelle elle pourrait être vérifiée en fait. Donc, si vous ne représentez pas de situation dans laquelle cette phrase pourrait être vérifiée, c'est qu'elle est vide. Alors, Popper, lui, va partir d'un problème qui est différent, mais qui a l'air proche, de telle sorte que pendant très longtemps, il a essayé d'expliquer aux gens du cercle de Vienne que non, il ne cherchait pas le même problème qu'eux, mais les types ont quand même plusieurs fois interprété ça comme Popper recherche la même chose que nous. Donc, vite fait, Karl Popper, c'est un philosophe autrichien qui est né à Vienne, mais en fait, il n'a pas de doctorat en philosophie, il a un doctorat en psychologie à la base. Et il fréquente des dialogues avec les membres du cercle de Vienne, mais sans entièrement partager leurs idées. Et en 1934, il va publier son ouvrage majeur, qui est La logique de la découverte scientifique, qu'il ne faut absolument pas lire sans être déjà bien équipé, parce que c'est hyper compliqué. Et c'est énormément de statistiques et de probas. L'ouvrage que vous pouvez lire de Popper, parce qu'il est très bon, c'est Conjecture et réfutation, qui sera publié quasiment 30 ans après, dans lequel il reprend un peu toutes ses recherches de façon plus lisible. Alors, Popper, il est connu justement, ce que je disais, pour le critère de réfutabilité. Vous savez, c'est l'idée que la différence entre une théorie scientifique et une théorie pseudo-scientifique, c'est le fait qu'une théorie scientifique, on peut imaginer un test qui la falsifierait ou qui la réfuterait, tandis qu'une théorie pseudo-scientifique, c'est une théorie qui est telle qu'elle résiste elle pourrait théoriquement résister à n'importe quel test. Il n'existe pas de test qui permettrait de la rejeter. Mais cette thèse, ce que je vais essayer de faire là, c'est de montrer en quoi, en fait, c'est pas quelque chose d'isolé. Ça fait partie d'une plus grande théorie chez Popper. C'est la théorie de la science comme processus qui marche par conjecture et réfutation. Et que donc, les raisons qu'a Popper d'accepter ce critère de falsifiabilité, c'est parce qu'il fait partie de cette plus grande théorie. Et pourquoi est-ce qu'on devrait accepter cette théorie ? Parce que pour Popper, elle permet de résoudre simultanément deux grands problèmes épistémologiques, donc voilà, qui sont d'un côté le problème de la démarcation et de l'autre le problème de l'induction. Alors, qu'est-ce que c'est le problème de la démarcation ? Donc là, je vais m'inspirer d'un texte que j'ai mis sur le Moodle, que je vous conseille de lire. C'est le premier chapitre de Conjecture et réfutation qui à la base, c'était un article qui s'appelait Philosophy of Science, a Personal Report, et qui est en gros un texte dans lequel Popper retrace un peu toute sa carrière et ses travaux jusqu'ici, ce qui est assez intéressant. Et il dit, voilà, le premier problème sur lequel je me suis penché de mon côté, c'était le problème de la démarcation. Et c'était donc, qu'est-ce qui rend une théorie scientifique ? Et c'est important de voir que ce n'est pas la même chose que le cercle de Vienne, parce que le cercle de Vienne, son idée, c'est qu'est-ce qui rend un énoncé doué de sens ? Et pour eux, dès qu'on avait défini ce qu'est un énoncé doué de sens, c'était un énoncé scientifique, parce que pour eux, tout énoncé doué de sens était abordable scientifiquement. Mais pour Popper, comme on verra, il y a plein d'énoncés doués de sens qui ne sont pas scientifiques. Par exemple, Popper accepte totalement la possibilité de théories métaphysiques qui ont du sens. Par exemple, pour lui, les écrits de Parménide, selon lequel le temps n'existe pas, pour lui, c'est quelque chose, c'est pas trop testable, mais c'est censé. Donc lui, sa question, c'est pas qu'est-ce qui a du sens ou pas, c'est qu'est-ce qui rend une théorie scientifique ou pas. Et ce qu'il dit dans ce texte, c'est qu'il dit, à mon époque, donc au début des années 10-20, c'était dans les milieux que je suis fréquenté, c'était assez accepté que la réponse, elle avait à voir avec la méthode de la science. Et qu'est-ce que c'était la méthode de la science ? D'après lui, la Vulgate qu'il avait lu à l'époque, c'était que la méthode de la science, c'était une méthode empirique qui repose sur l'expérience et qui est une méthode inductive. Autrement dit, qu'est-ce que c'est une théorie scientifique ? C'est une théorie qui est justifiée par une méthode empirique de type inductive. Alors, qu'est-ce que c'est l'induction ? Donc, je pense qu'il y en a pas mal qui le savent, mais je le rappelle quand même. L'induction, c'est le raisonnement ou le processus par lequel on commence par l'observation de cas particuliers pour en déduire ou en induire plutôt, c'est une induction, pour en induire une vérité générale ou même une loi universelle.
pas exactement la même chose, une loi universelle et une vérité générale. Par exemple, si je dis « toutes les grenouilles ont 4 pattes », c'est une vérité générale, mais ce n'est pas une loi universelle. Par exemple, je pourrais couper une patte à une grenouille, puis voilà, j'aurais violé la vérité générale. Tandis que les lois universelles, c'est quelque chose qu'on ne peut pas violer. Donc voilà comment fonctionne idéalement un cas d'induction. Par exemple, je lâche un objet et je mesure à quelle vitesse il se dirige vers le sol, puis je vois que sa vitesse augmente à fur et à mesure qu'il se déplace vers le sol. Je fais ça avec plein d'objets. Et comme j'ai observé ça avec plein d'objets, j'en déduis, en fait, les objets, une fois lâchés, ils se dirigent vers le sol avec une vitesse qui augmente au fur et à mesure. Voilà. Donc, dans cette vision de la science, l'idée, c'est qu'on vise des lois ou des règles générales. Donc, les théories sont composées de lois ou de règles générales. Et les lois, elles sont justifiées par le fait qu'on a observé beaucoup de cas qui confirment cette loi, qui sont raccords avec cette loi, qui vérifient en fait cette loi, au sens de vérifier, qui rendent vrai ou qui justifient qu'on croit vrai cette loi. Donc, ce qui compte, c'est l'observation de cas conformes à la théorie. Et quand on a observé beaucoup de cas conformes à la théorie, on va accepter cette vérité générale ou cette loi. Alors, dans son texte, Popper va critiquer cette vision de la science qui fonctionne par théorie, par mouvement inductiviste, et il va en critiquer 2 versions. Une version très très forte, qui est celle du cercle de Vienne, selon laquelle les théories scientifiques sont celles qui peuvent être vérifiées, et donc vraiment déduites à partir de l'expérience sensible. Et une version plus faible, selon laquelle la méthode scientifique, c'est une méthode qui consiste à chercher des instances qui viennent confirmer la thèse. C'est-à-dire, on a une théorie, puis on va faire des expériences pour essayer de confirmer cette théorie. Et pour illustrer les problèmes de l'idée selon laquelle la science consiste à chercher des exemples qui vont confirmer la théorie, il dit, voilà, vous pouvez prendre l'astrologie et ses horoscopes. À partir du moment où je donne une formulation assez vague, par exemple, pour les balances, il y a des chances que vous rencontriez demain le grand amour. Ça paraît assez vague pour qu'en fait, je puisse toujours confirmer cette prédiction. C'est-à-dire, voilà, si vous n'êtes pas une balance, de toute façon, quoi qu'il vous arrive, ça ne falsifiera pas la prédiction, ça la confirmera. Si vous êtes une balance et que vous rencontrez le grand amour, voilà, ma prédiction est confirmée. Et si vous êtes une balance et que vous ne rencontrez pas le grand amour demain, comme j'avais dit, peut-être, de toute façon, ça ne rend pas faux ma prédiction. Voilà. Donc, ce que dit Popper, c'est d'une certaine façon, les astrologues, depuis le temps qu'ils bossent, ça fait quand même plus de 2000 ans, ils ont accumulé beaucoup de données qui confirment leur théorie, empiriquement. Plein de prédictions qui sont révélées justes, etc. Et pourtant, on n'a pas envie de dire que l'astrologie est une véritable science. Donc, il dit, voilà, ça pose un problème pour la vision confirmationniste. Mais l'astrologie, c'est juste un exemple qu'il prend pour illustrer la difficulté. Lui, il dit, voilà, moi, à mon époque, les 3 choses qui me perturbaient beaucoup, ces 3 choses desquelles il avait des proches, c'est la psychanalyse de Freud, la psychologie individuelle d'Adler et la théorie marxiste. Donc la théorie marxiste, pourquoi ? Parce que Popper a été militant marxiste pendant un certain moment. Donc il connaît un peu le truc de l'intérieur. Mais là, c'est une période. Après, il a quitté ça pour avoir des doutes. Et comme je vous l'ai dit, il a un doctorat en psychologie, donc il connaît bien la psychologie de l'époque. Et à Vienne, il y avait la psychanalyse de Freud, mais il y avait aussi la psychologie individuelle d'Adler, qui est quelque chose dont il parle. Donc c'est probablement le truc des 3 dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler. À un moment, c'était important. Donc, qui c'est Adler ? Alfred Adler, c'est quelqu'un qui était psychanalyste, donc qui a suivi Freud à l'origine, mais qui a rompu pour créer son autre mouvement. En gros, c'est un peu le 3e membre de la Sainte Trinité, où il y avait Freud, il y avait Carl Jung d'un côté, qui avait aussi quitté Freud pour créer sa propre version de la psychanalyse, et puis il y avait Adler, qui a créé sa propre version, qui a été assez influente. Et Adler a quitté Freud parce qu'il trouvait que Freud, c'était un peu moniste, c'est-à-dire ou réductionniste, parce que il disait, voilà, chez Freud, en fait, si on creuse, si on retourne au fond, si on cherche les buts de l'individu, tous les buts sont de nature sexuelle. Donc ça, c'est la théorie freudienne, c'est derrière chaque but de l'individu se cachent des pulsions sexuelles. Et Adler disait, non, c'est quand même un tout petit peu réductionniste, les gens recherchent quand même des choses assez différentes selon les personnes, et donc chaque individu a ses propres aspirations. C'est pour ça que son mouvement, ça va s'appeler la psychologie individuelle. Quand on traite les gens, il faut comprendre quels sont les idéaux et les buts de cette personne. Mais quand même, derrière cette diversité des buts, il existe néanmoins un universel humain, c'est le désir de supériorité, qui passe par la réalisation de ces buts individuels. C'est-à-dire, chaque personne a des buts différents dans la vie. Par exemple, je ne sais pas, devenir écrivain. Adler prend aussi, je ne sais pas, devenir beau et maigre. Vous pouvez avoir plein d'aspirations différentes.
mais vous voulez vous sentir bon en réussissant à remplir ces objectifs. Vous voyez, il y a une sorte de méta-but universel. Chacun a des buts différents, mais il y a ce méta-but universel qui est je veux être bon à remplir mes idéaux. Je veux avoir du succès dans la réussite de mes idéaux. Et quand les individus échouent, ça va déclencher chez eux le complexe d'infériorité. Donc c'est lui qui a créé l'expression complexe d'infériorité. Et ce complexe d'infériorité peut dégénérer en complexe de supériorité chez les personnes qui sont les plus fragiles. En fait, le complexe de supériorité, c'est une sorte de surcomplexe qui vient compenser le complexe d'infériorité. Donc, il va essayer d'expliquer tout le comportement humain à partir de cette dynamique-là, qui, en fait, il tire de Nietzsche, parce que c'est un grand lecteur de Nietzsche. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais effectivement, il y a cette dimension un peu nietzschéenne, dans le sens où les gens ont des désirs différents, mais chaque désir cherche à être le plus fort possible. Alors, en fait, Popper a fait un stage avec Adler, en fait. Il a, en tant que quelqu'un intéressé dans la psychologie, il a travaillé avec lui. Et ce qu'il a vu chez Adler, et ce qu'il reproche aussi au marxisme et à Freud, c'est de dire que les gens sont attirés par le pouvoir explicatif de la théorie, de ces théories, parce qu'elles permettent d'expliquer tout. Quoi qu'il arrive, elles peuvent l'expliquer. Et ça, c'est pas formidable, en fait. L'idée, c'est qu'on trouve ça formidable, mais en fait, on devrait trouver ça le contraire de formidable. Parce que si une théorie explique tout, c'est assez embêtant. Voilà. Donc, par exemple, ce qu'il reproche à Adler, c'est de dire, voilà, à un moment, j'étais en dialogue avec Adler, et puis j'ai trouvé un cas, j'ai étudié un cas en tant que psychologue, qui avait l'air de pas trop coller à sa théorie, mais quand il a présenté le cas à Adler, Adler a réussi à trouver une interprétation du cas que lui présentait Popper, qui, en fait, collait avec la théorie d'Adler. Et puis Popper lui dit « Mais comment vous savez que c'est la bonne interprétation ?» Adler lui répond « Parce que j'ai eu beaucoup d'expériences, j'ai eu des milliers d'expériences avant ça de cas, donc je sais bien les interpréter. » Et là, Popper lui dit « Bon, du coup, vous avez un nouveau cas de plus qui vient justifier votre théorie. » Mais ce que dit Popper, c'est de dire oui, le cas vient justifier sa théorie, mais c'est parce qu'il a interprété en faveur de sa théorie. Donc, à partir de si on peut tout réinterpréter pour justifier la théorie, ça a l'air assez embêtant intuitivement. Donc là, il reprend un autre exemple sur lequel je ne vais pas le dire. Voilà, c'est imaginons qu'il y a un homme. Imaginons deux hommes, celui d'un homme qui pousse un enfant à l'eau pour le noyer, et celui d'un homme qui se jette à l'eau et qui sacrifie sa vie pour sauver l'enfant. Les théories pourront toujours expliquer, les théories de Freud et d'Adler pourront toujours trouver une explication pour un cas comme pour un autre. Elles pourront tout expliquer. Et pour Popper, il y a vraiment... Pardon, désolé. Pour Popper, ces théories, elles ont un contre-pied qui est un exemple qui a beaucoup frappé les gens qui s'intéressaient aux sciences à l'époque, c'était la relativité d'Einstein. La relativité d'Einstein, en quoi c'est différent selon Popper de ces théories? C'est pas parce que c'est des sciences dures ou quoi que ce soit. Ce que Popper admire dans la relativité d'Einstein, c'était qu'elle avait fait des prédictions hyper précises et hyper risquées. C'est-à-dire, elle faisait des prédictions non triviales, c'est-à-dire des trucs que personne n'aurait pu prévoir. Parce que si vous faites une théorie et qu'elle a comme prédiction que les objets se dirigent vers le sol, ce n'est pas une théorie qui fait des prédictions très risquées, parce que c'est quelque chose sur lequel on est tous très au courant. Je ne sais pas si c'est une théorie psychologique qui fait la prédiction très très forte que les gens aiment bien manger des fois. Bon, voilà, c'est pas très impressionnant non plus. Non, mais la théorie d'Einstein, elle faisait des prédictions hyper osées, on va dire, donc des prédictions audacieuses, comme le fait que la lumière était déviée par la masse des objets célestes, par exemple. Comme dans la relativité d'Einstein, comme je ne sais pas si vous savez, mais comme les astres, comme la masse déforme l'espace-temps, ça veut dire qu'au voisinage d'objets célestes colossaux, comme le Soleil, les rayons du Soleil sont déviés, ne vont pas tout droit. Et ça, c'est très bizarre quand même comme prédiction. Ce n'est pas du tout quelque chose qui est trivial à l'époque. Et surtout, elle fait des prédictions assez précises pour qu'on puisse dire, mais si la théorie est vraie, on doit observer ça et pas ça. C'est-à-dire, si on observe le contraire, ça prouve que la théorie est fausse. Et donc, en 1919, les gens sont en pleine effervescence parce qu'à l'occasion d'une éclipse de soleil, un physicien nommé Eddington a testé cette théorie de Einstein selon laquelle la lumière est déplacée et courbée au voisinage des objets massifs. Et en fait, le résultat de l'expérience, c'est que les résultats sont conformes à cette théorie.
C'est-à-dire que la théorie faisait des prédictions très audacieuses et très faciles à falsifier, et elle a réussi à survivre à ça. Et ça, c'était vraiment très impressionnant, et c'est beaucoup plus impressionnant que les théories qui ont l'air de pouvoir tout expliquer parce qu'elles sont assez vagues et assez modulables, assez malléables pour tout expliquer. Alors voilà, la conclusion à laquelle arrive Popper, c'est la suivante, c'est le fait qu'on observe quelque chose qui colle avec une théorie ne compte pas comme une raison en faveur de cette théorie. Enfin, pas toujours. C'est-à-dire le fait d'observer quelque chose qui colle en faveur d'une théorie ne compte comme une donnée en faveur de cette théorie que si l'observation inverse avait compté contre la théorie. Je ne sais pas si vous voyez l'idée. C'est-à-dire que si vous observez que A, mais que la théorie aurait été aussi compatible avec non-A, bah le fait d'observer A est en fait trivial et ne nous dit rien sur la théorie. Tandis que si vous observez A et que la théorie prédisait A, mais qu'elle prédisait absolument jamais non-A, alors le fait que vous observiez A est une confirmation de la théorie, enfin, corrobore la théorie, parce que la théorie n'était pas indifférente entre les deux. Et donc, ce que dit Popper, c'est ben voilà, ce qui manque aux théories comme le marxisme ou les psychologies freudiennes ou adlériennes, c'est bon, ben, elles peuvent trouver des événements qui sont conformes à la théorie, mais on ne voit pas comment elles pourraient trouver des événements qui ne seraient pas conformes à la théorie. C'est-à-dire elles ont raison à tous les coups. Elles peuvent jamais être prises en défaut. Alors forcément, elles peuvent tout expliquer, mais en même temps, elles n'expliquent pas grand-chose, parce qu'elles n'expliquent pas pourquoi c'est comme ça plutôt qu'autrement, puisqu'elles auraient pu très bien observer le contraire. Et donc Popper va en tirer quelques conclusions sur la méthode scientifique, et sa conclusion principale, c'est que la méthode scientifique, elle procède par test d'hypothèse, et tester une hypothèse, ce n'est pas chercher des choses qui vont confirmer l'hypothèse, c'est mettre en place quelque chose qui potentiellement peut la falsifier. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez une théorie selon laquelle une race d'oiseaux est toujours bleu ou vert, peut avoir des plumes bleues ou vertes, et que vous cherchez des oiseaux à la couleur bleue et des oiseaux à la couleur verte, bah, vous allez juste chercher des choses qui confirment la théorie. Ce qu'il faut chercher, c'est s'il n'y en a pas au moins un qui est rouge, quoi. Quelque chose comme ça. Alors, bon, du coup, ça c'était pour la version un peu vague du confirmationnisme, mais ensuite Popper va s'en prendre à la version plus radicale, donc le vérificationnisme du cercle de Vienne, dont Geoffrey vous a parlé. Et dans le vérificationnisme du cercle de Vienne, l'idée c'est que, qu'est-ce que c'est les propositions scientifiques? Ben, c'est l'ensemble des propositions qui peuvent être démontrées vraies à partir de l'expérience. Donc, je vous rappelle ça, c'était il y a 5 minutes, mais je vous le rappelle quand même. C'est l'idée qu'une phrase n'a de sens que si elle peut être traduite de façon à pouvoir être vérifiée par l'expérience, c'est-à-dire être déduite de ce que j'observe. Et là, Popper va dire « Ah ouais, mais ça, c'est quand même très, très embêtant, parce qu'il y a le problème de l'induction. » Et qu'est-ce que c'est le problème de l'induction? Ben, c'est le fait que je ne peux pas déduire les lois universelles des cas particuliers. C'est-à-dire, ok, j'ai observé 10 000 objets qui tombaient vers le sol de façon accélérée, mais d'un point de vue logique, je ne peux pas déduire du fait que 10 000 objets sont tombés vers le sol de façon accélérée à la vérité du fait que tous les objets de tout temps, en toutes conditions, tombent vers le sol de façon accélérée. Vous voyez comment, en fait, logiquement, l'un ne suit pas de l'autre, en fait. La seule façon de déduire une loi générale de l'observation des cas, c'est d'être sûr d'avoir observé tous les cas. Dans ce cas-là, vous pouvez faire une déduction, vous pouvez dire, voilà, j'ai observé tous les cas. Je ne sais pas si vous avez 3 enfants et que vous verriez, j'ai 3 enfants, ce sont tous des filles, donc je peux en déduire que tous mes enfants sont des filles, ça marche. Mais si vous faites une loi physique, vous parlez de l'ensemble des événements dans l'univers, depuis la création de l'univers jusqu'à sa fin, vous n'avez aucune façon de tous les observer. Donc vous n'avez aucune façon de déduire logiquement la vérité générale de ce qui est observable, en fait. Vous êtes obligé de faire un saut, une sorte de saut dans la foi, qui consiste à vous dire, bon, ben, puisque ça a marché jusqu'ici, je vais croire à la loi générale. Mais du point de vue logique, ce saut n'est pas permis. On ne peut pas déduire la loi des cas particuliers. Et ça, c'est embêtant parce que si on considère que tout ce qui n'est pas vérifiable par l'expérience n'a pas de sens et tombe dans la pseudoscience, eh ben, une des conséquences, c'est qu'en fait, toutes les lois de la physique n'ont pas de sens et sont des pseudosciences. Avouez que c'est quand même assez emmerdant comme conclusion.
Et en plus, certaines personnes du cercle de Vienne se sont aperçues de ce problème, comme Carnap, et ont essayé d'accepter une solution mixte, un peu dans laquelle c'est ouais, effectivement, c'est pas des énoncés qui ont du sens au même sens que les énoncés normaux, quoi. Donc c'est quelque chose de très embêtant. Donc Popper dit, bah voilà, si j'accepte le critère du cercle de Vienne et la vision inductiviste de la science, j'arrive à cette conclusion qu'en fait, la science, les cas paradigmatiques de science, comme les lois physiques, ne sont pas de la science. Bon, on arrive à la fin du cours, donc je vais devoir interrompre. Mais donc Popper va se dire, mais en fait, si on prend les choses dans l'autre sens, il y a quelque chose qui est logiquement possible. Ce qui est logiquement possible, on ne peut pas logiquement prouver une loi générale à partir de cas individuels, mais on peut logiquement prouver qu'une vérité générale est fausse à partir de cas individuels. C'est-à-dire que, oui, je peux observer autant d'objets que je veux qui tombent en accélérant, je ne pourrais pas en déduire la loi générale selon laquelle tous les objets accélèrent en tombant, mais si j'observe un objet qui ralentit, que je lâche et qui ralentit en tombant, bah là, par contre, j'ai une bonne raison de rejeter la loi, de rejeter cette vérité générale. Et donc, vous voyez qu'on rejoint l'idée de falsification. Donc voilà, je vais arrêter ici, parce que c'est la fin du cours, on a pris un peu plus de temps que possible. Et donc, la semaine prochaine, je finirai ça, et je finirai sur la présentation du critère de falsification de Popper. Et on partira d'un article qui est très célèbre et qui est déjà sur le Moodle et que donc, vous devez lire pour la semaine prochaine, qui est un article du philosophe qui s'appelle Laudan, qui est une critique du critère de falsification de Popper. Et c'est un article qui est assez important parce que il a un peu marqué c'est un peu l'article qui a marqué le truc du genre, bon, en fait, ça sert à rien de chercher un critère de distinction entre science et pseudoscience, et qui a amené un peu à une sorte d'abandon pendant un moment de cette question dans la philosophie des sciences. De se dire, il y a des choses plus intéressantes à faire que de chercher la démarcation entre science et pseudoscience. Donc la semaine prochaine... un peu ce que je disais sur le fait que c'est un peu dommage, des fois, quand on trouve ça un peu dans la philo des sciences contemporaines, puisque du coup, des fois, ça amène l'abandon pur et simple de thématiques de recherche très intéressantes. Et donc, on essaiera de voir quelles sont les raisons qui l'opposent à Popper sur le critère, non seulement sur le critère de falsification, mais aussi sur l'idée que c'est intéressant de chercher une démarcation. Et comme c'est vraiment l'article qui a vraiment sonné un peu le glas pendant un moment de cette question, je vous conseille vraiment de le lire. Et donc, on se retrouve la semaine prochaine. Voilà, des questions ?